Marie, ça fait start aussi. Ah, je vais mettre là parce qu'avec le bras droit. Voilà. C'est bon. Alors, les connecté là. C'est vrai? Je pense. Oui, vous êtes connecté. Eh bien, bonjour. Oui, il y a du monde. Nous allons mettre. C'est parti. Mettez-le ça. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Bienvenue. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Merci de nous répondre sur le chat. Alors, sur le chat. On est là, regarde. On a eu. Nathalie, très bien. OK, Nathalie. OK, parfait. Vous nous entendez très très bien. Donc la semaine dernière, plutôt le mois dernier, nous avons passé beaucoup de temps sur l'immunologie nutritionnelle. Est-ce que pour tout le monde, c'est maintenant clair ce dont on parle? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on parle de la même chose? C'est-à-dire que la certitude que le corps est capable de se réparer lui-même à condition qu'il ait les éléments pour le faire. Est-ce que ça, c'est parfaitement clair maintenant et que, comme il n'y a pas dans notre alimentation celle que nous trouvons soit sur les marchés, soit dans nos supermarchés, soit un peu partout, comme il n'y a plus rien pour nous permettre de soutenir cette formidable machine qui s'appelle le corps humain, et pour cela, il y a un exemple qui est extrêmement frappant, c'est que lorsque votre grand-mère ou ma grand-mère mangeait une pomme, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, il faut manger 100 pommes pour remplacer l'unique pomme que mangeaient nos grands-mères. Ceci devrait vous parler, devrait vous dire que quoi que vous mangiez, et moi j'ai des quantités de gens qui me disent, Madame, moi je mange bien, je fais attention à ce que je mange. Oui, c'est vrai, on peut, mais est-ce que nous avons les quantités de matériaux nécessaires qui sont utiles à cette formidable machine qui s'appelle le corps humain? Je vous rappelle quand même que si aujourd'hui une pomme d'aujourd'hui égale 100, une pomme d'il y a 40 ans, et aujourd'hui, il faut 100 pommes pour la remplacer. C'est valable pour tous les végétaux, tous les légumes, tous les fruits. Donc, il nous faut comprendre que quoi que nous fassions pour bien manger, et je suis sûre que nous faisons tous énormément d'efforts dans ce domaine pour chercher les bons produits, nous n'avons pas les éléments nécessaires pour nous nourrir correctement. Il y a un autre aspect de notre alimentation qui est très significatif. Quand je demande aux gens, mais que mangez-vous? Eh ben, on me dit, j'ai mangé du poisson avec du riz et des haricots. Est-ce que c'est suffisant en variété? La réponse est non. Il faut donc une quantité de variétés différentes au même repas pour permettre à un organisme de s'équilibrer. Et la plupart des gens ne réalisent pas combien c'est important. Donc, ils croient qu'ils ont mangé, s'ils ont mangé une pizza à midi. Non, ils n'ont pas mangé, ils se sont remplis. Alors, cette notion est vraiment importante à intégrer dans nos vies quotidiennes. Nous nous remplissons, nous ne nous nourrissons pas avec ce dont nous disposons. OK? Donc, cette compréhension, c'est celle qui va nous aider à passer le cap et à aller plus loin dans la recherche. Alors, il y a un autre élément qui est indispensable de comprendre. Dans nos vies, nous avons deux directions que nous pouvons prendre. La première direction conduit vers la maladie, le système médical, l'hôpital,
et tout ce qui va avec. La deuxième direction va vers la santé. Mais ces deux directions sont opposées. Elles ne prennent pas le même chemin. C'est comme si vous aviez deux routes, une va à droite, l'autre va à gauche. À un moment donné, il nous faudra choisir la route de la santé. Et ce n'est pas simple, et ce n'est pas facile, et c'est compliqué, parce que nous sommes seuls sur cette route. Et tout le monde va dans l'autre direction. Donc, il est très, très difficile d'aller à contre-courant de ce que font les autres. Mais quels sont les éléments qui peuvent nous aider à prendre cette route un peu plus solitaire, un peu plus aride que celle que prennent la plupart des gens? Il y a une seule chose, la connaissance intérieure, la certitude qu'à l'intérieur de nous, la machine dont nous disposons et qui s'appelle système immunitaire est d'une puissance inouïe. À titre d'exemple, je vais vous donner, je l'espère, quelque chose qui va vous marquer, quelque chose que je vous demande de retenir, un seul exemple. Dans chacune de nos cellules sont stockées 1000 encyclopédies de 1000 pages de connaissances. Je répète, dans chacune de nos cellules, et nous en avons 80 000 milliards, 1 milliard étant 1000 millions, donc nous avons 80 000 milliards de cellules. Dans chacune de nos cellules est stockée une connaissance qui tiendrait dans 1000 encyclopédies de 1000 pages. La question est donc de se poser, est-ce que mon corps a la connaissance nécessaire pour me soigner? Je ne peux pas répondre à cette question pour vous, mais vous devriez pouvoir le faire en ayant cette certitude qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, la quantité de connaissances qui est stockée équivaut à 1000 encyclopédies de 1000 pages chacune. Cette image devrait nous aider à nous rendre compte que quelle que soit la connaissance que peut avoir acquis un médecin au cours de sa vie, et Dieu sait qu'il en acquiert et qu'il va à des séminaires et qu'il se forme et il a énormément acquis de connaissances sur quoi? Sur la maladie, pas sur la santé. Il a acquis une montagne de connaissances sur la maladie. Notre corps, lui, a une montagne de connaissances sur la santé et comment la maintenir, comment en prendre soin. Et c'est cette idée-là qui devrait nous rassurer lorsque nous nous trouvons confrontés à, entre guillemets, la maladie. Par contre, alors, je voudrais faire une très, très grande distinction entre, et je ne suis pas là pour taper sur la médecine, loin de moi cette idée. Chacun de nous, à un moment quelconque de sa vie, aura besoin d'un médecin et d'un bon, et il y en a des bons. Je suis là simplement pour vous dire que, à mon sens, mais c'est à mon sens, la médecine n'a pas fait de progrès. Au contraire, elle a reculé. Par contre, la chirurgie a fait des progrès absolument extraordinaires. Mais ce matin, dans ma voiture, j'écoutais simplement France Inter. Et je me disais, mais quelle monstruosité, ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais toutes ces personnes qui donnent leur corps pour faire avancer la science, le trafic hallucinant de corps qui est fait dans des charniers immondes et les parties du corps qui sont vendues pour toutes sortes d'expériences chimiques ou autres, même des expériences avec des armes. Si j'ai donné mon corps pour faire avancer la science, je préfère ne pas savoir, ou plutôt savoir ou ne pas savoir, je ne sais pas lequel il faut choisir, que mon corps a servi à mettre en place des armes qui vont tuer des gens. Et franchement, quand on voit cet immense trafic qui est couvert complètement, dont l'État ne veut pas parler, dont personne ne veut pas parler, il y a une omerta dessus qui est considérable, on se dit, où est-ce que va le besoin du profit? Jusqu'où ça va aller si sur un cadavre, on va encore gagner de l'argent? Or, apparemment, le centre de chirurgie qui gère les cadavres gagne une fortune
il citait 800 000 € chaque année de gains nets pour l'organisme qui stocke les cadavres. Donc, tout ceci nous aide un petit peu à comprendre que le monde dans lequel nous vivons est géré par le profit. Alors maintenant, je ne veux pas taper sur le profit parce que moi, comme tout le monde, j'aime gagner de l'argent, j'aime faire du profit, comme tout le monde, mais il y a vraiment des limites auxquelles il semblerait que les gens ne s'arrêtent pas. C'est vraiment à n'importe quel prix pour n'importe quoi, et nous en voyons un exemple frappant en ce moment avec les soi-disant Covid, les soi-disant vaccins, les soi-disant tout cela pour du profit, encore du profit. Donc, il nous faut, nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans cette, entre guillemets, lutte, mais je n'aime pas l'idée de lutter, parce que lutter signifie qu'on a des ennemis et qu'on se bat. Or, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de nous battre. Je crois que nous avons à l'intérieur de nous une armée qui se bat pour nous, une armée d'une puissance extraordinaire. Et que notre rôle pour cette armée est non pas de nous battre nous ou d'essayer d'agir nous, mais de nous assurer que l'armée, car je ne connais pas d'armée qui va au combat le ventre vide. Je ne connais pas d'armée qui ait gagné la guerre sans nourriture. Je ne connais pas d'armée qui ait gagné la guerre sans eau. Je ne connais pas d'armée, donc nous voyons bien que quand nous voyons un soldat qui va aller à la guerre, en général, pas toujours, en général, c'est un être qui est debout droit dans ses bottes, qui est en bonne santé, qui est musclé, qui fait de l'exercice et qui semble physiquement, en tout cas, solide. Donc, et qu'on le nourrit bien, qu'on prend soin de son alimentation. Et là encore, j'ai mes doutes, parce que quelquefois, quand je vois les petits déjeuners des soldats, j'ai des boutons. Donc, il faut nous rendre compte que notre armée, ce sont les cellules du système immunitaire. Qu'elle est puissante, cette armée. Elle est aussi puissante que l'était l'armée rouge lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est puissante. Donc, il nous faut maintenant nous rendre compte que notre seule tâche est de la soutenir. De lui donner une bonne alimentation, c'est une chose évidente. De lui donner une bonne eau, c'est crucial. La qualité de notre eau va faire toute la différence. Et je mesure mes mots, car nous pouvons nous passer de nourriture, mais pas d'eau. La qualité de notre sommeil fera toute la différence. La qualité de nos pensées fera toute la différence. La qualité de la quantité d'exercice que nous voudrons bien faire fera toute la différence. La qualité, je ne sais pas, mais de l'environnement dans lequel nous allons choisir de vivre. Si nous vivons dans un environnement dans lequel nous sommes bien, dans lequel nous voyons des belles choses autour de nous, une lumière suffisante, de la beauté, de l'esthétique, tout cela va jouer sur l'équilibre de notre système immunitaire. Et plus il sera fort, plus nous serons forts. Alors, pour nous aider à faire ce travail, IXL a mis au point les aliments IXL. Je répète, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un miracle, mais dans beaucoup de cas, ça l'est devenu pour des quantités de gens. Parce que quand on est dénutri, et 99,9% des gens sont dénutris, il n'y a, même s'ils mangent beaucoup, même s'ils mangent énormément, ils sont dénutris. Ils n'ont pas la variété. Et le plus extraordinaire de cela, c'est que la première question que je pose lorsque je fais un programme alimentaire, je demande aux gens, qu'avez-vous mangé hier? Hier matin au petit déjeuner, hier midi, hier soir. Savez-vous qu'ils sont incapables de me répondre? Ils ne s'en souviennent pas. Je veux dire, l'acte le plus important que nous allons faire de notre journée, c'est manger, c'est savoir ce que nous avions
dans notre assiette ne s'en souviennent pas. Et ça me frappe. Ils ne s'en souviennent pas. Hier, pas il y a 10 jours, pas il y a une semaine, hier, qu'avez-vous mangé? Ils ne s'en souviennent pas. Donc, il est essentiel pour nous de revoir ce que nous appelons la nourriture. Il est essentiel pour nous de revoir ce que nous allons manger au petit déjeuner. Bien entendu, nous allons essayer de vous aider dans la mesure du possible. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, grâce à iExcel, vous avez quelque chose d'hyper facile pour votre petit déjeuner, peu importe ce que vous prendrez. Si vous allez prendre, je ne sais pas, du lait d'amande avec du muesli, vous y mettez simplement un NutriFresh et voilà, votre petit déjeuner est complet parce que vous avez 23 légumes et fruits différents dans votre assiette. Donc, ça compte d'avoir à son service un outil de cette qualité, car iExcel n'est que cela, un outil pour soutenir le système immunitaire. C'est tout ce qu'il sait. Ce n'est pas. La machine qui va faire le travail s'appelle le corps humain. La machine, les ouvriers qui vont exécuter toutes les tâches différentes s'appellent les cellules. Et ces cellules ont non seulement la capacité de prévenir toute maladie, de nous guérir de n'importe quoi, et je dis bien de n'importe quoi, mais elles ont la capacité de fabriquer des pièces détachées. Ce que je vous dis là est énorme. Quand vous pensez que dans notre foie, simplement, qui fait 1,5 livre environ, il faudrait une usine de la taille de Tokyo pour pouvoir fabriquer simplement tous les éléments que fabrique dans cette usine chimique qui s'appelle le foie, notre foie. Quant au cerveau, je ne veux même pas en parler, ça n'en finit pas de ce qu'il fabrique quotidiennement. Donc, en laissant tomber cette machine, en ne faisant pas de la prévention intelligente ou informée, je dirais plus informée qu'intelligente, parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'avoir la bonne information. Vous savez, ma clé, lorsque je rencontre quelqu'un, on me dit qu'est-ce que vous faites? Je leur pose la question suivante, qui écoutez-vous? La question est simple, mais elle est compliquée. Qui écoutez-vous? Si vous écoutez la radio, si vous écoutez la télé, si vous écoutez les journaux, vous avez déjà perdu la bataille. Elle est perdue. Parce qu'il n'y a pas une information de valeur qui ne soit dirigée pour nous faire penser et agir d'une certaine façon, comme ça profite à un petit nombre. C'est tout. Donc, qui écoutons-nous est une question absolument primordiale. Qui allons-nous choisir d'écouter? Nous allons choisir d'écouter ce que nous entendons à l'intérieur de nous ou nous allons aller chercher des informations à l'extérieur. Vous savez, souvent, je porte une information aux gens. Je leur dis, il y a ça qui me semble pas mal. Vous savez ce qu'ils me disent? Ben, je vais emmener ma fille. Je veux dire, ma fille, qu'est-ce que ma fille peut connaître à quelque chose que j'essaie? Avec mes 77 ans d'expérience, c'est pas beaucoup sur la Terre, je viens vous apporter une information. Je vais demander à ma fille a 18 ou 20 ans, elle ne connaît rien à la vie, elle n'a pas commencé à vivre, elle apprend, comme nous tous, mais je vais voir avec ma fille. Peut-être que ma fille va me donner, je rêve, mon fils va savoir. C'est qui écoutons-nous? C'est une question cruciale à nous poser à chaque instant. Il y a une autre distinction que nous voulons absolument faire pour clarifier dans nos têtes. Déjà, cette première vision de 100 pommes nécessaires au remplacement d'une pomme, c'est une vision. C'est quelque chose qui doit vous garder focalisé, qui doit vous garder dans la bonne direction. La deuxième chose, à l'intérieur de chacune de mes cellules, 1000 encyclopédies de 1000 pages. Donc, la connaissance est là. Comment est-ce qu'elle va être utilisée? La troisième chose qui doit nous garder absolument focalisés, c'est qui écoutons-nous? De qui nous allons prendre nos informations? Moi, j'ai choisi depuis 32 ans, sur ce qui concerne la santé, en tout cas, de les prendre du docteur Joe Fashion. Point barre. Je m'arrête là parce qu'il y a une telle masse de connaissances chez cette femme
sur la santé, sur le système immunitaire, que c'est pas la peine de se fatiguer à aller regarder ailleurs. Là, on choisit qui on veut écouter. Et moi, j'ai choisi il y a 32 ans et je n'ai pas changé. Ce sont des questions importantes. Ensuite, il nous faut clarifier maintenant quelle est notre position vis-à-vis de tout ce qui concerne ce qu'on appelle en général la médecine. Alors là, il faut nous rappeler une chose simple. Lorsque j'arrive devant le cabinet de médecin, ce qui m'est pas arrivé depuis très très longtemps, mais ça peut m'arriver demain, je vois une plaque qui est soit or, avec des lettres noires, soit noire, très belle, avec des lettres dorées ou argentées, et je vois docteur untel, spécialiste des maladies cardiaques, spécialiste des maladies endocrines, spécialiste des maladies veineuses. Et je me dis, mais ce monsieur ou cette dame ne m'a point menti. Il m'a bien signalé dès le départ qu'il était un spécialiste de la maladie et non point un spécialiste de la santé. Il ne s'est jamais, à aucun moment, réclamé de la santé. Il s'est réclamé de la maladie. Alors, ma question pour vous est la suivante. Si je veux être en bonne santé, si mon objectif est de demeurer en bonne santé, quel que soit mon âge, quels que soient mes antécédents, mais que c'est mon objectif principal, ce qui était le mien. Vais-je me diriger vers quelqu'un qui se dit spécialiste de la maladie? Je vous laisse répondre à cette question. Parce qu'un spécialiste de la maladie connaît la maladie, il la connaît de l'intérieur, de l'extérieur, il a étudié il est compétent sur le sujet, etc. Ma question est, connaît-il la santé? Ma réponse est non. Il ne la connaît pas. Et à partir du moment où nous avons ces points de repère, ces espèces d'encre qui vont nous permettre de nous diriger, est-ce que nous allons, dès que nous avons le moindre bobo, nous tourner vers ce spécialiste de la maladie ou ce spécialiste de la santé qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes et nous poser la question comment est-ce que je peux soutenir le système à l'intérieur de moi-même qui me défend depuis que je suis né, comment est-ce que je peux le soutenir pour qu'il me permette de rester et de devenir en meilleure santé? C'est une question absolument cruciale. Et il vous appartient d'y répondre et il vous appartient d'être clair à ce sujet. Certains me disent, quand j'ai des problèmes, et ça m'arrive de santé, un jour par exemple j'ai fait un panari assez monstrueux, tout le monde me disait, mais pourquoi tu vas pas voir un médecin? Et ma réponse était simple, pourquoi vais-je aller déranger ce monsieur ou cette dame puisque je ne ferai rien de ce qu'il va ou elle va me dire de faire? Je ne comprends pas la démarche. Pourquoi aller la voir? Alors, nous y allons pour une raison simple. Nous y allons pour nous rassurer. Parce que la question, c'est, quand nous avons un nom de maladie, ça y est, maintenant, on a mis un nom sur ce que j'ai. Waouh, c'est ça. Mais ma question reste entière. Que peut-on y faire? 99,9% des cas, rien. On va faire comme le mécanicien dans la voiture. On va changer une pièce, et puis si celle-là, c'est pas bon, ben on va changer la suivante. On va diagnostiquer telle maladie, et 3 mois plus tard, on va dire, mais non, c'était pas ça, c'était autre chose. Et pendant ce temps-là, on s'est bourré de médicaments qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi ne pas laisser la nature, notre corps, lui dire, écoute, je vais te soutenir, mais maintenant, tu fais ce qui est nécessaire. Le nom m'importe peu. Comment ça s'appelle? Je m'en fous. Tout ce que je te demande, c'est répare. C'est ton métier, c'est ce que tu as été programmé dans mes gènes pour faire. Je te demande de réparer, aide-moi. Je ne crois pas que nous ayons suffisamment confiance encore aujourd'hui pour le faire. Je réussis à le faire. Certaines personnes réussissent à le faire,
mais à certains moments, on perd confiance et on perd la foi et on se tourne, et ce n'est pas mal, c'est bien. Quelquefois, on a besoin de se tourner vers le monde médical. Mais il y a une chose dont il faut se prendre confiance. Si on nous dit, vous avez un cancer, que peut-on faire aujourd'hui pour ce cancer? Y a-t-il une solution? Ma réponse, c'est non. Parce que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la radiothérapie, ce sont deux armes mortelles. C'est-à-dire qu'ils vont faire un maximum de dégâts pour détruire les cellules cancéreuses. Pourquoi alors ne pas nous tourner vers notre système immunitaire et essayer d'en comprendre le fonctionnement et de découvrir qu'à l'intérieur de notre système immunitaire, il existe une cellule qui s'appelle la cellule T tueuse naturelle et qui n'a qu'une fonction, c'est de détruire tous les cancers de l'organisme. Et pourquoi ne pas nous demander comment est-ce que je peux soutenir cette cellule dans sa tâche de détruire les cellules cancéreuses et toutes sortes d'autres pathogènes. Pourquoi est-ce que je ne soutiens pas mon propre corps dans sa tâche? Pourquoi est-ce que je ne lui fais pas confiance? Je reconnais que la démarche est compliquée. Je reconnais que la démarche est difficile. Ça s'appelle tout simplement la foi. Et à certains moments, il nous faudra accepter que nous avons dans notre organisme une machine qui permet de tout, je répète, tout réparer, tout guérir. Ce n'est pas vrai. Je vais faire mettre un bémol. En ce moment même, j'ai une amie qui pourtant ne souhaitait pas se faire opérer, qui a les 2 carotides bouchées. Doit-elle se faire opérer? Ma réponse est oui, et le plus vite possible. Parce que si la médecine n'a pas fait de progrès, la chirurgie en a fait d'énormes. Maintenant, on peut faire des choses absolument extraordinaires en chirurgie, mais attention, ce que je vais vous dire va vous étonner. Il y a autant de mauvais chirurgiens qu'il y en a de bons. Autant. Donc la difficulté, là encore, sera qui est-ce que vous écoutez? Je vous demande une chose, si vous choisissez un chirurgien, cherchez le bon aussi longtemps qu'il faudra. Ne prenez pas le premier qui vous sera conseillé par l'hôpital ou par le médecin du coin. C'est très, très important. Vous allez confier votre vie à quelqu'un qui va couper à l'intérieur de vous. Il y a autant de bons que de mauvais. C'est comme les restaurants. Il y a autant de bons restaurants qu'il y en a de mauvais. Il y a autant de bons, je ne sais pas, mécaniciens qu'il y en a de mauvais. Il faut chercher. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de notre vie. Et à ce moment-là, vous serez étonnés, il y a des gens remarquables en chirurgie et il faut trouver le bon. Donc, oui à la chirurgie, non à la médecine. Pardon. Dès que la chirurgie est faite, prenez la fuite. Dès que le travail de chirurgie est fait, prenez la fuite. Le corps maintenant a les moyens de réparer et d'aider à faire la cicatrisation de la bonne façon. Vous n'avez plus besoin de vous bourrer de médicaments. Et moi, j'ai la tristesse de voir autour de moi des amis, des gens qui prennent chaque matin une vingtaine de médicaments. Ça me terrorise parce que on sait que si le médicament peut améliorer une chose, il peut détruire beaucoup plus qu'il peut améliorer. Et que quelque part, ces gens se programment pour une mort très vilaine. Je ne peux pas dire autre chose parce que les médicaments ne sont rien d'autre que des poisons. A-t-on besoin de poisons de temps en temps? Oui, absolument. Mais je répète, un médicament peut nous sauver la vie, mais il doit être pris seulement en cas d'urgence et pour une période limitée. Il ne faut pas se dire
Des tas de gens me disent, je prends un médicament à vie, pardon? Oui, à vie. Ah, je n'ai pas d'autre choix, je suis obligée. Est-ce que j'ai cherché autre chose? Est-ce que je me suis posé des questions sur d'autres façons de faire? Est-ce que je suis allée écouter des gens qui peut-être pourraient m'apporter des informations sur une façon de faire qui ne nécessite pas la prise d'un poison toute sa vie? Oui, un poison peut nous sauver la vie. Pendant 1 mois, 2 mois, mais pas plus, pas au-delà. Après, il faut chercher des moyens de s'en passer et il y en a. Il y a énormément de gens de par le monde qui font des choses magnifiques, qui font des choses très belles, qui peuvent nous aider. Mais la décision est la nôtre. Le courage de faire est en nous. Et il suffit que nous nous tournions vers notre système immunitaire pour lui demander son aide. Et c'est là où IXL intervient. C'est là où IXL peut nous aider. C'est là où cette alimentation d'exception et d'une pureté rare, je vais vous dire pourquoi je vous dis que IXL est d'une pureté rare. Je fais des jeûnes, à peu près 4 fois par an, depuis des années, depuis toujours, je fais un jeûne qui peut durer entre 1 semaine, 10 jours, 15 jours, en fonction des besoins, des fois plus longtemps. Par exemple, au mois de mars, ça a duré 21 jours. Bon, ça a duré 21 jours, c'est pas grave. Quand on mange les aliments IXL pendant le jeûne, il n'y a pas de rejet. Vous n'allez pas à la selle. Ça veut dire que la totalité est utilisée par le corps pour faire quoi? J'en sais rien. Mais je ne lui pose pas la question. Je lui fais confiance. Et c'est ça qu'il nous faut, vers quoi il faut nous diriger. C'est cette confiance dans le corps. Et IXL est simplement un des moyens que nous allons utiliser pour lui apporter quantité et variété de légumes, de fruits, de céréales et de racines au quotidien. Quantité et variété pour remplacer cette pomme où il en faut 100. Personne ne peut aujourd'hui manger 100 pommes sans dégueuler. Excusez-moi, et encore, à la 5e, vous aurez déjà, vous haïrez les pommes. Je vous le dis, Orca IXL, par la méthode de lyophilisation, on a enlevé l'eau des fruits et des légumes de façon à vous apporter sous un petit volume les quantités et les variétés, et j'insiste sur les variétés. Mais même dans nos repas quotidiens, il nous faut prendre l'habitude d'avoir des variétés. On a maintenant réduit nos repas à un légume, une viande et quelquefois quelque chose à côté. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une variété. Je vous donne un exemple. Par exemple, hier, on a mangé des betteraves. Il y avait des betteraves. Il y avait une espèce de feta en crème avec des poivrons rouges et verts. Il y avait des poireaux. Il y avait aussi sur la table, pour les Antillais, évidemment, vous connaissez ça, il y avait des plantains et des patates douces. Il y avait des crevettes faites avec un curry rouge. Il y avait des épinards et des haricots verts. Il y avait une variété des légumes et de fruits, de légumes, de façon à ce que l'organisme puisse puiser dans chacun d'entre eux un petit peu de ce qui lui est nécessaire. Donc la variété est une des clés. Une seule chose ne suffit pas. Or, que faisons-nous quand nous sommes fatigués? Quand nous avons travaillé, nous arrivons à la maison et nous prenons un bout de pain avec un bout de fromage, quelquefois un verre de vin, mais peut-être pas toujours, et puis on dit on a dîné, ou on prend une salade et on dit on a dîné. Ah non. Et une soupe, on a dîné. Non. On s'est rempli. C'est pas du tout la même chose. Donc, je vous demande, pensez à la quantité, mais pensez à la variété. Constamment multipliez les choix sur votre table, multipliez les goûts, multipliez les saveurs, changez sans arrêt pour que l'organisme en permanence trouve du nouveau. Alors parlons maintenant du petit déjeuner, parce que c'est un repas essentiel. Un des bienfaits
du petit déjeuner permet de maintenir un taux de sucre régulier. Ça permet de prévenir le diabète ou un fort taux de cholestérol, ce qui à son tour permet de prévenir les maladies cardiaques. Par exemple, les meilleurs bienfaits, disent les chercheurs, viennent de la consommation de céréales entières au petit déjeuner. Les céréales entières sont riches en fibres. Alors, je dirais céréales bio, quand même. Elles stabilisent le taux de sucre dans le sang, coupent l'appétit et gardent le cœur en bonne santé. Pourtant, nous devons veiller à ne pas trop manger au petit déjeuner pour ne pas surcharger le système digestif et l'empêcher de fonctionner de façon optimale. L'immunologie nutritionnelle, elle, le docteur Schoufechen, donc, prône l'importance d'un petit déjeuner hautement nutritif qui ne grèverait ni le système digestif ni le système immunitaire. L'idéal serait de privilégier les substances nutritives telles que les éléments phytochimiques et les fibres. N'oublions pas les fibres. En mangeant chaque matin, par exemple, des baies de ginseng, du soja, de l'écorce de psyllium, nous apporterons au corps un apport idéal en fibres et éléments phytochimiques. Alors, question, dans les aliments EXL, où est-ce qu'on trouve de l'écorce de psyllium? Dans l'Evernew, tout simplement. Où est-ce qu'on trouve des baies de ginseng? On les trouve dans le NutriFresh ou dans le Nutrial Berry. Où est-ce qu'on trouve? C'est bête, c'est comme ça que nous devons réagir. Donc, si nous mettons, nous voulons prendre un peu de lait d'amande ou un peu de lait de noisette, dans lequel nous allons mettre un peu de muesli et que nous y mettions un NutriFresh et un Evernew ou un demi-Evernew, nous aurons un petit déjeuner de grande qualité. Ça ne vous empêche pas, si vous en avez envie, de prendre une tartine de pain avec du beurre salé, c'est par-dessus. Ensuite, la sagesse pour notre repas principal. La bonne idée, mais on ne peut pas toujours le faire parce qu'on travaille, parce qu'on est là, parce qu'on court, parce qu'on fait des choses. La bonne idée serait de prendre une collation riche en fibres 30 minutes avant le déjeuner ou le souper. Pourquoi? Pour nous empêcher de trop manger. Alors, à quoi faire cette collation riche en fibres? Si par exemple, vous preniez un demi-Evernew, une demi-heure avant de manger dans un peu de, par exemple, de jus de pomme bio, sans sucre ajouté. Vous auriez ainsi, vous coupez, parce que les fibres solubles vont agir comme de petits balais brosses. En brossant la paroi de l'intestin, c'est une bonne chose pour enlever les impactions, alors que les fibres insolubles vont capter tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, tout ce qui est cholestérol. Donc, en faisant ça, vous allez couper l'appétit, vous allez diminuer l'appétit. Donc, c'est important. Donc, en plus des baies de ginseng, du soja et des cosses de psyllium, nos choix pour les repas peuvent inclure du cactus, riche en éléments phytochimiques, des champignons riches en polysaccharides, ou encore des brocolis riches en antioxydants, des asperges ou des végétaux très feuillus. C'est très important. Si vous avez besoin de manger de la viande, préférez le poisson à la viande rouge. Des études ont fait le lien entre une forte consommation de viande rouge et des cancers du sein et du côlon, ainsi que des maladies cardiaques. Par exemple, la consommation de viande rouge a entraîné 2,2 fois plus de risque d'avoir un cancer du côlon chez les habitants de Singapour. C'est principalement dû au fait que la viande rouge est très riche en graisses saturées. Le poisson, au contraire, contient plus de graisses bénéfiques pour le cœur, comme les acides gras essentiels appelés oméga 3. Donc, beaucoup pensent que les végétariens souffrent moins de maladies chroniques, mais ce n'est pas vrai. D'abord, beaucoup de végétariens ont tendance à choisir toujours les mêmes sortes de légumes et de fruits sans se donner une alimentation variée. Vous voyez, je viens de parler de la variété et de son importance. Ensuite, beaucoup
consomment des plats végétariens déjà tout prêts qui sont souvent mal préparés, où tous les éléments nutritifs ont été détruits. Un régime végétarien est aussi riche en hydrates de carbone, mais pauvre en éléments phytochimiques. Alors, je rappelle ce que sont les éléments phytochimiques. Les éléments phytochimiques sont créés dans la plante, pas quand elle est au soleil. Les éléments phytochimiques sont créés par la photosynthèse. Donc, une plante qui a été au soleil, le temps voulu, qu'on a cueilli au bon moment, a donc fabriqué des éléments phytochimiques qu'on appelle aujourd'hui antioxydants, etc., etc. Il y a toutes sortes de noms, antioxydants, polysaccharides ou autres. Donc, il est critique pour un végétarien de choisir une alimentation riche en ces éléments, capable de contrecarrer la maladie. En ajoutant à une alimentation végétarienne du soja, on fournira au corps les éléments phytochimiques et les protéines végétales. Alors, soja, on va arriver dans une controverse. Combien de gens vont sur Internet et entendent toutes sortes de choses hallucinantes sur le soja? S'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'il y a sur Internet. Il existe 6000 espèces de soja. De quel soja parlons-nous? Comment est-ce qu'il a été planté? Comment est-ce qu'il a été récolté? Est-ce qu'on a enlevé la petite pellicule qui se trouve autour du soja? À quelle température a-t-on préparé ce soja? Il doit être préparé à une température n'excédant pas 60 degrés, etc., etc., etc. Alors, n'importe quoi, le soja, on m'a dit. Non, le soja est excellent s'il est bien préparé. Or, en Occident, nous ne savons pas préparer le soja. Tout d'un coup, il y a eu une espèce de folie, c'était la mode, tout le monde devait manger du soja, du soja, du soja, du soja, comme à un moment donné, ça a été le ginseng. Et on a fait planter du soja et on pousse du soja, mais on ne sait pas le préparer, on ne sait pas le faire pousser, on ne sait pas lesquels et on ne sait pas quelle espèce. Alors, un peu de calme, hein, le soja est très important parce qu'il contient un élément phytochimique qui s'appelle du génistein, et le génistein a une particularité, il empêche la cellule cancéreuse d'être nourrie. C'est important ce que je vous dis là. Donc, il est essentiel que dans notre alimentation, il y ait du soja. Vous en avez dans IXL. Ensuite, la façon dont on fait cuire les aliments est très importante. Il faut choisir des aliments sans trop de sel, de sucre ou d'huile. L'Association pour le cœur met en garde contre l'abus de sel qui peut conduire à une forte tension, ce qui à son tour peut entraîner des crises cardiaques et des maladies du cœur. Nous devrions essayer de limiter notre prise de sel quotidienne à environ une petite cuillère et demie par jour. Trop de sucre peut, lui, conduire à l'obésité, au diabète. Si vous devez manger quelque chose de sucré, soyez prudent sur le type de sucre que vous ingérez. Le sucre fait partie des hydrates de carbone. Les types de sucre les plus populaires sont la saccharose, dans le sucre de canne, par exemple, le glucose, trouvé principalement dans le raisin, le fructose, trouvé dans la plupart des fruits et légumes. Tous donnent environ 16 calories par cuillère à café, mais le fructose a un index glycémique de 23, c'est-à-dire le sucre des fruits, comparé à celui du saccharose qui est de 67 et du glucose qui est de 100. Est-ce que vous voyez la différence dans les sucres? Le sucre des fruits, le fructose, a un index glycémique de 23, celui de la saccharose 67 et celui du glucose 100. C'est important de comprendre ça. L'index glycémique mesure le taux de sucre dans le sang après avoir mangé un aliment spécifique. Une nourriture avec une forte glycémie peut entraîner des pics de sucre qui peuvent conduire aux différents types de diabète. Les experts recommandent toujours de préparer les aliments avec le moins d'huile possible. Ils conseillent d'opter pour des modes de cuisson comme la vapeur, au four, sur le grill, à l'eau ou à la poêle. Si vous cuisinez à l'huile, c'est-à-dire si vous faites des fritures,
Les études ont montré qu'au lieu de prendre des huiles monosaturées, comme l'huile d'olive, il fallait privilégier les huiles polysaturées, comme celles du soja, du maïs ou du raisin, qui semblent être meilleures pour la santé. Ces dernières huiles émettent moins de fumée quand elles sont cuisinées. C'est une espèce de ligne directrice, si vous voulez, mais rappelez-vous, la variété. C'est essentiel de s'en souvenir. Dans le monde actuel où tout va vite, manger en vitesse est devenu une norme. Indépendamment de ce que nous mangeons, il est également important d'observer comment nous mangeons. L'association diététique américaine, par exemple, conseille de mastiquer lentement pour commander au cerveau l'ingestion de nourriture. Vous allez voir comment ceci est important. En effet, cela prend au cerveau environ 20 minutes, 20 bonnes minutes pour se rendre compte que nous mangeons. Une fois qu'il reçoit ce message, nous cessons de nous sentir affamés quand nous choisissons de plus petits repas et que nous les mâchons. Donc, moi, par exemple, je mange beaucoup plus vite que 20 minutes. Donc, c'est une catastrophe. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque le cerveau ne sait que j'ai mangé qu'après 20 minutes, que je suis dans mon repas depuis 20 minutes. Or, la plupart d'entre nous, dont moi, et je n'essaie pas de me mettre à part, j'ai essayé, j'y travaille, je fais des progrès, mais comme j'ai été restaurateur dans ma première vie, après il y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième, il y en a eu plein, restaurateur, on mange en 5 minutes avant le coup de feu. Et il faut avoir avalé sa nourriture dans un temps record. J'ai beaucoup de mal à mâcher longtemps et pourtant c'est ce qui est le meilleur pour notre santé. Plus nous sommes lents dans notre façon de manger, meilleurs les aliments seront pour nous et moins nous serons obèses. C'est une chose cruciale. Lentement. Nous donnons également au système digestif assez de temps pour sécréter les enzymes appropriées requises pour la digestion. Prendre notre temps pour manger nous aidera ainsi à limiter l'ingestion, les excès de table ainsi que les risques d'obésité. C'est une des choses les plus importantes, les plus vitales. Les mauvaises habitudes alimentaires représentent le principal obstacle à l'absorption des nutriments. Beaucoup d'adultes actifs optent pour des repas à la va-vite, pris à la cafétéria la plus proche de leur maison ou de leur bureau. Certains peuvent juste prendre un sandwich à la boulangerie. Ce sont des repas faciles, conçus pour nous maintenir hors de la sensation de faim. Ils sont différents des aliments nutritifs conçus pour nous maintenir en bonne santé. Cependant, même si on en a conscience, bon nombre d'entre nous continuent toujours à préférer la facilité à l'apport nutritif. Si nous pouvons observer nos habitudes alimentaires et essayer par moments de les améliorer en choisissant une pomme au lieu d'une barre de chocolat, par exemple, nous pouvons rigoureusement prévenir certains déséquilibres résultats de nos mauvaises habitudes alimentaires. Alors, là, nous allons rentrer dans un domaine un petit peu compliqué, qui sont les complémentarités alimentaires. Très souvent, on nous dit qu'il ne faut pas boire en mangeant. C'est vrai. Je répète, il ne faut pas boire d'eau en mangeant. E-A-U, l'eau. C'est un nom. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit il y a 5 minutes, lorsque nous allons manger, notre corps va fabriquer des enzymes digestifs. Les glandes salivaires vont commencer. Ensuite, le pancréas, tout le monde s'y met pour digérer ce repas que nous allons manger. Si nous buvons de l'eau, et je ne parle pas du vin et d'autres boissons, attention, nous allons diluer ces sucs digestifs et empêcher la digestion de se faire.
C'est primordial de comprendre ça. Mangez dans l'après-midi, buvez, pardon, dans l'après-midi, dans la matinée, avant le repas, mais pas pendant le repas. De l'eau, hein. Je parle d'eau, un verre de vin, c'est différent, c'est pendant le repas. C'est important. Ensuite, de quoi? Les fruits. Vous allez voir dans 80% des repas qu'on va vous donner des fruits en dessert. Ne les prenez jamais. Les fruits en dessert sont une monstruosité alimentaire dont il faut s'éloigner. Les fruits se mangent avant le repas. Pourquoi? Parce que le fruit est immédiatement digéré. Lorsque vous mangez des fruits après le repas, vous stoppez la digestion et tout va se putréfier dans l'estomac avant d'être digéré. C'est une petite chose, mais c'est important. Quand vous le savez, soit vous mangez vos fruits en dehors des repas, soit vous prenez vos fruits en entrée, avant le repas. Ce sont des petits détails, mais ce sont des petites choses qui vont nous aider à aider notre système digestif. Pourquoi? À cause d'une chose qui s'appelle les enzymes digestifs. Les enzymes digestifs, nous en avons une certaine quantité à notre naissance. Nous n'en aurons plus jamais d'autres. C'est tout, c'est une fois. On vous donne votre quantité pour votre vie entière et c'est fini. C'est la seule chose que nous ne fabriquerons plus. Donc, est-il nécessaire de préserver ces enzymes? Oui, il est impératif de préserver ces enzymes. Pourquoi la plupart des vieilles personnes n'ont pas faim, ne peuvent pas digérer leur nourriture? Parce qu'elles ont utilisé durant leur vie la totalité de leurs enzymes digestifs. Donc, il est essentiel de comprendre l'importance des enzymes digestives. Voilà pourquoi il est impératif de faire tremper toutes les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots azuki, tous les haricots la veille avant de les faire cuire. Les céréales, pareil. Il faut les faire tremper parce que de cette façon, vous déclenchez les enzymes digestifs de l'aliment, ce qui lui permet d'être cuit beaucoup plus vite, ce qui économisera votre facture de gaz, d'électricité si vous faites cuire à l'électricité. Les lentilles qui ont trempé la veille vont prendre 15 minutes, 10 minutes maximum à cuire. Les lentilles qui n'ont pas trempé la veille vont prendre 1h15 pour les faire cuire. Est-ce que ça vous donne une indication? Oui. Et pour bien comprendre la chose, je vais vous citer l'exemple de ces chiens de traîneau. Vous savez, les huskies, ces chiens blancs de traîneau aux yeux très bleus. On a fait l'expérience. Alors, tout le monde me dit, tu sais, je vais chez mon poissonnier, je vais chercher du poisson très frais. Je dis, halte là. Le poisson frais n'est pas bon pour vous. Comment ça? Mais mon poissonnier me garde mon poisson pour qu'il soit bien frais du jour. Il n'est pas bon pour vous. J'explique. On a fait une expérience avec ces chiens de traîneau, les chiens appelés huskies. On a donné à un groupe de chiens de traîneau du poisson frais pour faire un certain trajet. On a donné à un autre groupe de chiens de traîneau du poisson qui avait eu 2 jours de réfrigérateur. Les chiens de traîneau qui avaient le poisson frais ne sont pas arrivés au tiers du chemin avant de s'effondrer. Les chiens de traîneau qui ont eu du poisson qui avait eu 2 jours de réfrigérateur ont fait l'aller et le retour sans aucun problème. Quelle information ça nous donne? Que le poisson frais n'est pas bon pour nous. La viande fraîche n'est pas bonne pour nous. La viande, pourquoi est-ce qu'on la mettait sur des crochets de boucher et qu'on la laisse suspendue pendant des semaines, quelquefois des mois avant de la manger, de façon à ce que les enzymes de la viande ou les enzymes du poisson la prédigèrent pour économiser nos propres enzymes digestives. Avec Excel, plus besoin de tout ça. Mais dans la nourriture dite normale, vous aurez besoin de cette connaissance. Mon rôle, c'est de vous l'apporter pour vous aider à mieux manger, à ce que vous viviez vieux et en bonne santé. J'ai 77 ans, je n'ai pas vu un médecin depuis plus de 40 ans. Je ne sais pas ce que c'est,
Je ne sais pas ce que c'est qu'un médicament, je n'en ai pas, je n'en veux pas, et je me porte très bien, et j'ai autant d'énergie qu'il en faut pour accomplir toutes mes tâches. Je vous demande de réfléchir à ce que l'immunologie nutritionnelle peut vous apporter. Elle vous enlève la peur. Quel est le plus gros défaut quand on vous annonce que vous avez une maladie grave? Qu'est-ce qui se passe? La peur s'installe. Et à partir du moment où la peur s'installe, vous devenez malléable. Vous allez courir sur Internet, vous allez faire cette énorme erreur d'aller trouver tout ce que vous pouvez sur la maladie que vous êtes censé avoir, et vous allez tellement vous faire peur que vous allez doubler les dégâts que peut créer la maladie. Alors, je vous en supplie, ne faites pas ça. Tournez-vous vers l'intérieur. Tournez-vous vers votre système immunitaire et demandez-lui son aide. Et il vous aidera si vous l'aidez. Et l'alimentation y excelle et reste le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour faire de la prévention active et faire que vous n'ayez pas besoin de lui apporter des poisons. Aujourd'hui, nous avons couvert un certain nombre de choses. Le mois prochain, nous allons en couvrir d'autres. Ce que j'espère, c'est qu'à force de m'entendre rabâcher les mêmes choses, ça devienne un réflexe pour vous. Et sachez que je suis là. Si vous avez besoin de moi, c'est gratuit, c'est un service gratuit pour vous aider à créer un programme alimentaire avec les aliments IXL qui pourra vous aider. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Je vous demande de réfléchir à tout ce que nous avons dit, de garder l'esprit ouvert et de vous rappeler, et nous venons de voir notre système, une cellule de notre système immunitaire au travail, que nous avons non seulement des cellules qui détruisent systématiquement les cellules cancéreuses, car vous, comme moi, tous les jours, nous fabriquons des cancers, tous les jours. Le problème, c'est que dès qu'on s'en aperçoit par une analyse, parce que, etc., la panique commence et on commence à nous bombarder de médicaments qui vont aggraver le problème. Mais si nous faisons confiance à notre système immunitaire, nous avons non seulement un système capable de détruire les cellules cancéreuses, mais un système qui a, avec les macrophages, un système de nettoyage. C'est une voirie continuelle qui élimine les déchets et qui les jette en permanence. C'est une voirie pour laquelle vous n'avez rien à payer à monsieur le maire. Souvenez-vous de cela et faites confiance à votre organisme. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. J'espère qu'on se retrouvera le mois prochain, le 2e mercredi du mois, et que vous serez avec nous parce qu'on va continuer ce travail éducatif constant pour nous familiariser avec la merveilleuse machine sur laquelle nous sommes assis et dont nous ignorons la puissante capacité réparatrice. Je vous demande de lui faire confiance et je vous dis à tout bientôt. Ah, j'ai oublié de demander si quelqu'un avait des questions. C'est pas trop tard. Avez-vous des questions? Je n'ai pas eu le replay du mois dernier. Quelle eau recommandez-vous? Excellente question. Alors, oui, c'est une excellente question. J'ai du mal à vous recommander une eau en bouteille, mais je vais néanmoins y aller. Il faut chercher une eau qui ait une quantité de résidus secs qui soit impérativement inférieure à 150. En d'autres termes, prenez la fuite quand vous voyez une eau comme l'Épar qui a 2700 résidus secs et pourtant est recommandée pour les nourrissons. Il y a quelque chose d'absolument important que je dois vous dire à propos de l'eau, qui a été écrit par un de nos plus grands chercheurs en matière d'eau, qui s'appelle Louis-Claude Vincent, et je vous recommande de lire et d'écouter, de lire le travail de Louis-Claude Vincent. Il a dit ceci: en biologie, il existe 2 grandes classifications des êtres vivants, les hétérotropes et les autotropes. Ces derniers, c'est-à-dire les autotropes,
ont seuls la possibilité d'assimiler le minéral, c'est-à-dire les plantes et les algues. Les hétérotropes, c'est-à-dire l'homme, l'animal, ont besoin pour se nourrir d'utiliser le végétal intermédiaire, c'est-à-dire les autotropes avec lesquels ils vivent en symbiose. Si on veut du calcium, on consomme du gruyère, des amandes, des noisettes, des algues, pas des pierres pilées. En d'autres termes, si une eau est minéralisée, on a ajouté des minéraux, prenez la fuite. Une eau doit être le moins chargée possible en résidus secs. Donc, l'eau que je recommanderais, que moi je boirais si je buvais de l'eau en bouteille, serait l'eau du Mont Roucous ou la rosée de la Reine, ou une eau qui a un résidu sec en dessous de 150. La rosée de la Reine a, je crois, 15. C'est une des meilleures, mais il y en a d'autres. Donc, vous les cherchez et vous les trouvez. Regardez bien la quantité de résidus secs et que ça doit être écrit sur l'étiquette. Le moins minéralisé possible, car ces minéraux ne sont pas assimilables pour l'organisme. Ils vont se stocker dans vos articulations. Hyper important. Quelle eau j'utilise? J'utilise une eau qui vient de l'air. C'est-à-dire que c'est l'eau qui est dans l'air, qui est captée et qui est transformée en eau buvable en passant par 8 filtres différents. Voilà. La mastication est importante. Comment composer uniquement avec les aliments IXL? Mais jamais de la vie. Il n'a jamais été conseillé de ne consommer que les aliments IXL. Il faut à côté que le bol digestif travaille. Et il ne travaille pas avec les aliments IXL, ils sont directement assimilables. Donc, il est essentiel à côté de manger peu, mais de manger beaucoup de légumes verts et de mâcher ces légumes verts. Alors, vous me dites, Michael, mon corps ne supporte plus les aliments ordinaires, bio ou pas, c'est compliqué, mais il va falloir que vous trouviez des solutions. Que faire si quelqu'un a le Covid? C'est violent et ne guérit pas. Je ne sais pas ce que c'est que le Covid. Le Covid, c'est quelque chose qui a été inventé. Donc, ce n'est qu'un virus parmi tant d'autres et votre corps a parfaitement la capacité de se défendre. Je ne vois pas autre chose à vous dire. Un corps est parfaitement capable de se défendre s'il est en bonne santé de n'importe quel virus, n'importe lequel. Qu'est-ce que la question? Pourquoi c'est mauvais pour les reins? Oui, tous les minéraux qui se trouvent dans l'eau sont nocifs, non seulement, pas seulement pour les reins, comme vous le dit Louis-Claude Vincent, ils ne sont pas assimilables par l'organisme, ils ne peuvent pas l'assimiler. Pour se nourrir, pour prendre des minéraux, le corps a besoin de passer par le végétal. Donc, quand vous lui donnez directement du minéral, c'est-à-dire de la pierre, il faut qu'il le passe par un végétal pour pouvoir l'assimiler. Vous voyez le travail qu'il doit faire. Donc, il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas prendre des pilules de calcium ni de magnésium, qu'elles ne peuvent pas être assimilées par l'organisme à moins de passer par le végétal intermédiaire. Donc, c'est un non-non. C'est non assimilable. Voilà. Oui, j'étais dans ce cas jusqu'à ce que j'ai utilisé le vitaliseur. Mais il faut faire très, très attention à son eau, hein. Je vous ai dit à quel point l'eau est importante. On peut se passer de nourriture, mais pas d'eau. Donc, la qualité de l'eau, là, vous devez être impitoyable sur le choix. Voilà. Bonne semaine à tous. À tout bientôt. Yes.